Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Modern Talk et cette fois-ci c'est intimiste, on n'est que deux avec Nicolas Mirkovic. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexis. Essayiste, vous êtes auteur de plusieurs livres dont American Empire, on va en parler évidemment. Et je voulais vous avoir en plateau, on s'était déjà parlé à distance lors d'une matinale du Monde Moderne. Cette fois-ci c'est pour parler... Et il y a de quoi dire de la position délicate de l'Union européenne en ce moment. Alors, Elon Musk, qui a eu son amende suite au DSA, a lancé « L'Europe doit être abolie ». On se rappelle du discours de J.D. Vance à la conférence de sécurité de Munich qui disait « Arrêtez de gouverner contre vos peuples ». Et puis, dans la foulée, on a ce document de stratégie nationale américain qui sort où l'administration Trump explique que les leaders européens sont nuls et qu'il faut arrêter de bosser avec eux, en gros. Et résultat, tous nos leaders européens sont en train de se dire on doit être plus fort, on doit être stratégique, on doit faire des choses maintenant, mais est-ce qu'ils sont capables ? Ils sont perdus. Ouais. Ils sont perdus. C'était les plus grands idoles des États-Unis. La classe politique européenne, globalement, dans son ensemble, a toujours idolâtré les États-Unis. C'était le soleil des Européens. Tout ce que faisait Washington, c'était bon. On n'a eu aucun problème pour ne pas condamner les États-Unis quand ils ont envahi illégalement l'Irak en 2003. On était alors aux côtés des Américains lors de toutes ces guerres. Quand les Américains prennent des décisions, quand ils nous sabordent, quand on veut vendre des sous-marins aux Australiens, on ne dit rien. Quand ils nous empêchent de vendre les bateaux Mistral aux Russes, on ne dit rien. On a toujours suivi les États-unis. Et là, il y a on a obéi. On a obéi parce que du coup, dans le couple franco-européo-américain, on sait qui tient le pantalon. Et aujourd'hui, là, on arrive à un grand problème parce que les États-Unis ont élu Donald Trump, qui est un populiste milliardaire. C'était un mélange un peu on va dire un Américain hors norme et qui a complètement brouillé les lignes. Et les Européens aujourd'hui sont perdus. Quand je parle des Européens, je parle de cette élite européenne qui a toujours voulu faire ce que les États-Unis ont demandé de faire. Et là, tout d'un coup, qui se retrouve avec un président à la Maison-Blanche qui redistribue les cartes, qui change la donne, qui a une autre vision du rôle des États-Unis et du reste du monde. On aura l'occasion d'en parler. En gros, ce que fait Donald Trump et ce qui perturbe les Européens, c'est que Donald Trump met fin au projet mondialiste des Américains. Les États-Unis avaient ce projet mondialiste, ce projet de cette élite planétaire, avec des règles planétaires, avec une place importante pour toutes ces organisations internationales qui nous disaient ce qu'on devait faire au niveau de la santé, ce qu'on devait faire au niveau de l'immigration, ce qu'on devait faire au niveau du climat. Donald Trump arrive et dit non, je ne veux plus de ça, parce que les États-nations ne profitent pas de cette situation-là, les économies n'en profitent pas, et il casse une partie du jouet qui a été construit par son propre camp. Lui-même, c'est un ancien oligarque, ancien démocrate, mais il se rend compte que le peuple n'en bénéficie pas. Et aujourd'hui, il dit, moi, je veux casser ça. Et lui, ce que fait Donald Trump, sans le dire, mais c'est un secret de polichinelle, c'est qu'il revient à une Amérique impériale. Et les États-Unis ont toujours été un empire et vont continuer à être empire. C'est la vision américaine. Noam Chomsky disait parler d'une Amérique impériale, c'est comme de parler de triangle triangulaire. Les États-Unis sont la seule nation à avoir été conçue dès l'origine comme un empire. Et les mondialistes qui sont encore en place en Europe, qui n'ont pas pris le train en marche, qui ne comprennent pas ce réveil des nations, c'est l'échec du mondialisme. Parce que si Donald Trump arrive et s'il était élu, c'est que le mondialisme C'est quoi ? C'est les empires contre le mondialisme ? C'est-à-dire la Chine, la Russie et l'Amérique, 3 empires contre la vision globaliste. Eh bien, quelque chose de ça. Et je pense que cette idée a traversé l'esprit d'une partie de l'entourage de Trump qui se dit aujourd'hui, de toute manière, on est en surextension impériale. C'est ce que le grand historien Paul Kennedy avait décrit dès les années 80 et tout le monde lui rayonnait. On lui disait, vous êtes un spécialiste du passé américain, mais pas de l'avenir. Et non, les États-Unis étaient arrivés dans ce stade où ils sont trop grands. 700 bases à travers le monde, plus de 35 000 milliards de dettes publiques, vous rajoutez encore 70 000 milliards de dettes privées, ils ne peuvent pas payer tout ça. Et à la fin de la journée, le citoyen américain a un pouvoir d'achat qui diminue, quasiment 20% d'augmentation de l'inflation sous l'ère Biden. Les Américains, enfin, avec une infrastructure américaine qui est défaillante, une éducation qui se fait concurrencer par des universités du reste du monde, une technologie, alors qu'on sait que les Américains ont fondé leur développement sur la technologie qui se fait maintenant damer le pion par les Asiatiques et notamment par les Chinois. Donc, c'est pas le cas encore. On voit que les Américains, sur la course à l'IA, par exemple, sont très en avance et comptent bien le rester. Il y a quand même la conscience qu'ils doivent rester numéro 1 dans le domaine technologique. Et ils en sont conscients, mais ils ont moins les moyens qu'avant. Si vous prenez la dernière enquête ASPI, qui est une étude australienne, qui vérifie je pense que c'est 64 technologies de pointe qui vont dessiner ou qui vont former l'économie actuelle et l'économie de demain. Si vous remontiez 20 ans en arrière, les Américains étaient en tête sur quasiment tous les indicateurs.
Aujourd'hui, c'est la Chine qui est en tête. Les Américains sont pas toujours loin derrière, mais il y a certains domaines dans lesquels les Chinois sont bien en avance. Et ce sont des domaines aussi bien pharmaceutiques que scientifiques, que spatiaux. Et aujourd'hui, bon, il n'y a quasiment pas d'Européens, inutile de le dire. Et aujourd'hui, la Chine arrive à produire et à garder de l'industrialisation déjà, arrive à produire et technologiquement arrive à être en avance sur les États-Unis. Les voitures électriques que nous voulons imposer à tout le monde en Europe, et il y a 2 grands constructeurs qui sont soit américains, soit chinois, et les Chinois font des progrès assez importants. Dans l'informatique quantique, c'est pareil. Et donc, les États-Unis sont inquiets de ça, parce que vous ne pouvez pas asseoir votre domination mondiale si économiquement vous êtes à la traîne par rapport au reste. Et dans l'entourage de Trump, je pense que vraiment, ils se disent que peut-être que c'est mieux de négocier avec les autres empires, se partager le gâteau, et ça pourra être, on va dire, le prodrome de la stabilité mondiale. Ouais, mais il y a quand même une fébrilité du côté Trump. On voit ce qui se passe au Venezuela, l'idée d'aller chercher du pétrole un peu partout. À un moment, ce sera un clash d'empire de toute façon, puisque cette logique d'empire fait que même si on se partage le gâteau, à un moment, les empires ne sont pas d'accord forcément. Et là, sur le Venezuela, typiquement, la Chine ne va pas être d'accord. Ça, c'est certain. Et c'est toute la différence et toute la subtilité et même la complexité de comprendre Trump. Trump, il part dans toutes les directions. Ce n'est pas un stratège. Je pense que c'est quelqu'un qui a du bon sens, quelqu'un qui sent les choses telles qu'elles vont arriver, il sent ce qu'il faut faire. Il s'est mieux entouré cette fois-ci que la dernière fois. Pour autant, il part dans toutes les directions. À peine élu, il disait qu'il voulait annexer le Canada, annexer le Groenland, récupérer le canal de Panama. C'était pas du tout dans son programme. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans sa tête. Lui-même, parfois, on peut se demander s'il le sait, parce que ça va dans c'est de la provoque. toutes les directions. Vraiment, justement, et aussi lancer plein de hameçons pour peut-être suivre un autre chemin. Oui, cette espèce de stratégie du chaff. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on mettait plein de feuilles d'aluminium dans le ciel pour perdre la DCA adverse. Et bien, un peu de ça aussi. Et je pense que ça fait partie de sa stratégie. Et je pense aussi qu'il manque de stratégie, parce qu'il va dans toutes ces directions. Son problème, c'est qu'il y a en effet les midterms qui vont arriver d'ici 1 an. Il va y avoir les élections dans 3 ans, et il a tout à refaire. Il doit littéralement nettoyer les écuries d'Augias que sont devenus les États-Unis aujourd'hui. L'empire américain n'est pas l'empire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, n'est pas l'empire même des années 70. Vous avez un pays qui est surendetté, avec un taux de mortalité infantile qui augmente. N'oublions pas que ça, c'est un des indicateurs que Todd avait révélé juste avant, enfin pas mal de temps avant la chute de l'URSS, qui a différents éléments. Bon, je ne vous parle même pas du nombre de morts suite à des overdoses. Là, on a parlé de l'endettement, on a parlé du déficit commercial. Donc, il doit faire en sorte qu'il puisse relancer l'économie américaine pour satisfaire la demande des Américains qui ont majoritairement voté pour lui. Et en même temps, il doit régler tout un tas de problèmes que les Américains ont eux-mêmes créés à travers le monde. Et en effet, je pense que dans son rôle, il y a un côté très orgueilleux. Et donc, il dit, moi, je veux qu'on reste un empire. Quand on lit le document sur la stratégie, la nouvelle stratégie nationale américaine, ils disent que les Américains doivent demeurer le premier empire. Enfin, il ne dit pas empire. La première nation mondiale en économie, militairement, technologiquement. Il dit qu'il respecte les États-nations. Et puis, en même temps, lui, il fait couper l'espace aérien au-dessus du Venezuela. Il menace le Venezuela, qui n'a rien fait du tout aux États-Unis. Il bombarde l'Iran de manière tout à fait illégale. Il dit que les Amériques, globalement, sont une chasse gardée. Donc, il fait comme Monroe en 1823. Il dit, je ne veux aucune influence étrangère en Amérique latine. Donc, très clairement, ça, c'est vraiment la prérogative de l'Empire. Et tout en disant aux autres nations, vous devez respecter les règles internationales. Donc, je pense que c'est un message qu'il envoie aux autres empires. Je pense que ce qui peut nous éviter une confrontation mondiale impériale, c'est que Trump et son entourage savent quelles sont les véritables limites des États-Unis. Ils ne peuvent pas... Mais on a bien vu, en Syrie, ils ont eu du mal à faire tomber Bachar al-Assad. En Ukraine, c'est un échec. N'oublions pas que cette guerre en Ukraine, causée par les États-Unis, est un échec. Ils n'ont pas pu empêcher la Chine de se développer. On voit aujourd'hui tous ces brevets qui sortent de la Chine. Et ils ont très clairement dit, d'ailleurs, ce document le reprend, que l'Asie est vraiment, on va dire, l'avenir économique, politique mondial. C'est vraiment en Asie que cela se passe, et ils veulent être plus présents en Asie. D'ailleurs, il dit qu'il veut fermer, il veut empêcher Taïwan de se rapprocher de la Chine, alors que l'ONU reconnaît Taïwan comme faisant partie de la Chine. Est-ce que justement dans ce document de stratégie nationale, il n'y a pas le testament de dire que les États-Unis quittent
définitivement l'Union européenne et l'Europe en général. L'Ukraine, c'est fini. C'est aux Européens de se débrouiller. L'OTAN, peut-être que les États-Unis vont le quitter aussi. Oui. Ce serait une dernière provocation de Donald Trump. Le fait de dire que dorénavant, il n'y a plus d'intérêt stratégique en Europe, réellement, parce que toutes les ressources doivent être mises en Asie, et c'est là ce qui compte. C'est un peu ça, ce document, ce qui fait que les élites néoconservatrices, atlantistes européennes sont lâchées en pleine nature. Alors, c'est clair, mais le document dit en même temps que l'Europe est stratégique pour les États-Unis. N'oublions pas que c'est un marché de quasiment 450. C'est un marché. C'est un marché. Ah, ça a toujours été un marché. Et ça reste une base aussi. Enfin, faut rappeler Ramstein en Allemagne, qui est une plus grande base américaine à l'étranger, et toutes les bases de l'OTAN qui sont des bases américaines aussi, entre guillemets. Donc, exactement. Exactement. C'est stratégique. Il y a un marché de 450 millions de consommateurs. Les États-Unis viennent de nous rendre visite. Trump, il y a quelques mois, nous ont imposé d'acheter pour 700 milliards de dollars d'hydrocarbures, d'investir pour 650 milliards de dollars aux États-Unis, tout en nous imposant des 15% de tarifs douaniers. Ouais. Et il est allé à Bruxelles en disant tous les pays membres de l'OTAN vont augmenter leur budget militaire à hauteur de 5% de leur PIB. Donc, ils veulent garder la main sur l'Europe, mais l'Europe n'est plus alignée sur la stratégie des États-Unis. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'ils ne s'entendent pas. Mais à la fin, c'est quand même les États-Unis qui vont décider. Mais Donald Trump a besoin de personnes en Europe à qui parler. Or, les principaux pays aujourd'hui ont des représentants qui sont de l'ancien monde par rapport à Donald Trump. Lui, il parle à Meloni, il parle à Orban. Voilà, il choisit en fait ceux qui vont être les têtes de pont. Mais du côté des Européens, il y a ce réveil stratégique de dire on doit redevenir un empire. Le problème, c'est que l'Europe a été un empire, enfin des empires. Oui. Est-ce que d'anciens empires coloniaux peuvent redevenir un empire? Ou est-ce que c'est pas, ça y est, la roue a tourné et c'est fini? Alors, la roue a tourné avec ceux qui ont échoué dans leur projet impérial actuel, parce que l'Union européenne, c'est quand même un projet impérial aussi. Avec des personnes non élues qui prennent des décisions contre la Hongrie, contre la Pologne, mais non peut-être demain contre la Belgique, exactement. C'est un empire qui a échoué, qui n'a pas fonctionné. On a eu vraiment quasiment le plus grand empire européen de tous les temps, et l'empire de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, si on regarde les statistiques, les indicateurs de bien-être en Europe, aujourd'hui, eh bien, l'Europe est à la traîne de nombreux pays. On regarde nos investissements dans la santé, dans nos universités, on regarde les chiffres de la sécurité, on regarde le chiffre de l'investissement, la recherche et le développement. On est clairement à la traîne du reste du monde. Je vous parlais de cette étude ASPI. Il y a quasiment plus de pays européens là-dedans. La France est encore pas trop mauvaise dans le domaine du nucléaire, mais ça s'arrête là. Et encore, on ne veut même pas le développer. Et ce qu'on développe, on veut le partager avec tout le monde. Et sur la maintenance, on a fait appel à des ouvriers américains. Donc on est quand même très à la traîne. Enfin, on a perdu beaucoup de ce qu'était notre avantage comparatif. Et c'est exactement ça. Et ceux qui incarnent ce projet, ceux qui poursuivent ce projet depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous disent que demain, ils vont faire mieux ce qu'ils n'ont pas réussi dans le passé. On ne peut pas. Si vous avez un boulanger qui fait un mauvais pain une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, plus personne ne retourne le voir. C'est que ce n'est pas son métier. Donc, et c'est la même chose avec l'Union européenne. Ils n'y arrivent pas. Il faut changer. Et là, on va arriver dans cette phase de circulation des élites, ce dont Wilfried Pareto parlait. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on a une élite qui est globalement fatiguée. Elle a eu quasiment tout ce qu'elle voulait. Elle a eu presque son ersatz de mondialisme avec ses règles qui touchent toute la planète sur le climat, sur la santé. Mais aujourd'hui, elle n'arrive pas à se renouveler. Elle est fatiguée et elle ne répond plus à des peuples qui sont de plus en plus inquiets, de plus en plus insatisfaits des gouvernements actuels. Leurs politiques sont calamiteuses. Il n'y a pas de résultats positifs pour les populations. Il n'y a rien. Où est la création d'emplois? Où est la pointe le progressisme est quand même un retour en arrière terrible sur les conquis sociaux, sur l'hôpital, sur l'éducation. Maintenant, le projet des progressistes, c'est quand même l'économie de guerre. C'est l'économie de guerre ou l'euthanasie. Donc on arrive même à la fin, c'est la mort. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est que cette organisation politique qui ne fonctionne plus et c'est pas qu'elle est calée, c'est qu'elle ne peut pas marcher. Au bout d'un moment, il faut dire ce véhicule est mort. Mais est-ce que c'est la faute de Davos, enfin de ce recrutement très endogame des young leaders, des global young leaders, des cercles atlantistes, Bilderberg, etc., qui n'a pas voulu s'ouvrir, où finalement on a recruté les mêmes qui pensaient la même chose, et donc cette pensée unique, qui est une pensée de l'échec, arrive à l'échec. Exactement. C'est donc la fin de Davos là qu'on est en train de vivre. En tout cas, pour la première fois, les États-Unis, donc qui étaient quand même derrière le bailleur de fonds de ces projets, qui finançaient, qui étaient les premiers à soutenir toutes ces règles, eh bien disent non, il faut faire marche arrière, elles ne fonctionnent pas. Et quelque part, les États-Unis ont quand même une très grande influence sur l'Europe. Et aujourd'hui, on a une élite européenne qui est complètement perdue. Au lieu d'avoir l'intelligence de se dire bon, les règles du jeu ont changé, on va s'adapter. Il y avait deux possibilités. Soit une partie de cette élite, c'est ce qu'on voit, notamment en Italie, se dit « Ah, je sens que le vent tourne
à Washington, donc je vais m'aligner, et donc ils arrivent à discuter avec Washington. Ça, c'est une partie où d'autres personnes qui pourraient se dire, attendez, on ne veut pas se retourner contre Washington, on voit que le projet impérial européen ne marche pas, on voit que suivre ou être à la traîne des États-Unis, être les vassaux des États-Unis, ça ne marche pas. Donc maintenant, ce serait peut-être une bonne opportunité de juste réclamer notre souveraineté, parce que c'est ainsi que nos pays ont vécu depuis des siècles, et on était quand même bien mieux avant. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas aussi, enfin, parce qu'il y a les États-Unis d'un côté, mais quand on voit les efforts de la Fondation Soros, ça reste américain quand même dans l'esprit, l'Open Society. Oui. Eux, c'est vraiment le dernier radeau de ces élites globalistes. Exactement. Et eux, ils vont continuer, parce que certains, en effet, se disent que Trump n'est qu'une parenthèse. Ils disent, bon voilà, on a eu la deuxième fois Trump, mais la prochaine fois, lors des prochaines élections, eh bien, on s'assurera qu'il y ait une personne qui incarne ce projet mondialiste, et on rigolera bien de ce passage. Et donc, ils essayent de faire de la résistance. Ils sont, paradoxalement, même s'ils sont là depuis très longtemps, ils sont en pleine crise d'adolescence. Ils refusent, ils rejettent le père, ils ne veulent pas reconnaître que le monde a changé, parce qu'il y a une espèce de cécité politique qui est majeure. C'est-à-dire que même à leur place, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas voir le taux de pauvreté augmenter en France, en Europe? Comment est-ce qu'ils peuvent ne pas voir qu'on est obligé, on est dépendant des pays étrangers pour l'énergie, alors que la France... Ils le savent. Ils le savent, mais pourtant... La crise démographique, ils la connaissent aussi. La crise démographique, ils le voient, et pourtant, ils continuent avec les mêmes recettes qui n'ont pas fonctionné dans le passé. C'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire, pourquoi l'Occident ne veut pas voir ce changement capital du monde, côté des BRICS, côté du monde multipolaire, qui est quand même annoncé depuis les années 80. Ça y est, c'est officiel. On a l'Inde qui est une superpuissance, la Chine qui est une superpuissance, la Russie qui est un empire, etc. Pourquoi continuer de dire l'Occident est plus fort que tout le monde? Parce qu'il y a ce côté, alors il y a ce côté, je pense, qui est vraiment fanatique. On pense toujours à fanatique, c'est le bolchevique avec le couteau dans les dents, ou c'est le musulman turbané, etc., avec une bombe. On a des fanatiques en col blanc. On a des fanatiques en col blanc aujourd'hui qui se disent que c'est pas grave, c'est juste un moment, c'est circonstanciel, notre projet est le meilleur, et on continue. Ils sont vraiment fanatiques. Parce qu'il n'y a qu'un fanatique qui n'est pas capable de se remettre en question et de se dire le projet qu'on a mis en place ne fonctionne pas, on est impopulaire. Et aujourd'hui, il y a quand même un élément qui est important, c'est que leur seule réponse, en effet, c'est la mort, que ce soit la guerre, l'euthanasie, mais c'est aussi la restriction des libertés qui choque les Américains en premier, et c'est la réponse de cette caste dirigeante qui dit au peuple ne parlez pas, ne vous exprimez pas. Justement, on voit bien que maintenant le sujet numéro 1, c'est cette censure de la parole publique sur les réseaux, et donc redonner de l'importance aux médias d'État, médias traditionnels, pour canaliser la parole, reprendre le narratif. Et ce projet de la mort, le projet tel qu'il est présenté ne fonctionne pas, et tu parles de fanatiques, on peut dire des idéologues. Oui. Quand on voit que l'Europe est finalement, l'Union européenne est la seule organisation à rester dans cette vision totalement totalitaire du climat, des objectifs carbone, etc., 2040, qui sont en train de flinguer l'économie allemande, l'économie française. Maintenant, on est en train de flinguer l'élevage français. Oui. Je rappelle qu'il y avait quand même un rapport de la Cour des comptes de 2023 qui expliquait qu'on avait trop de vaches qui produisaient trop de méthane pour le climat, ce qui est peut-être à relier aujourd'hui aux assassinats de troupeaux, je ne sais pas comment on appelle ça, pardon, l'euthanasie des troupeaux avec la DNC. C'est quand même quelque chose de terrible de voir que, alors que tout le reste du monde a changé de braquet, on reste avec une lecture qui est totalement millénariste. C'est un peu le suicide organisé. C'est un grand suicide de personnes qui ne veulent pas se remettre en question et qui savent qu'ils ont beaucoup à craindre. Je pense pour certaines d'entre elles, si jamais un jour le pouvoir devait changer, qu'on devait enquêter aussi sur tout ce que cette élite savait, tout ce qu'elle n'a pas fait sciemment, parce qu'elle disait c'est pas grave, ça va passer, on va poursuivre, on va continuer, ça va aller mieux demain, ça va aller mieux demain. Ces personnes ont beaucoup à se reprocher. Elles ont peur de perdre le pouvoir et elles ont peur des conséquences de cette perte de pouvoir. Mais ça fonctionne très bien. Tous ceux qui sont responsables du désastre sont aux manettes. Pour l'instant, oui. Et il le reste. Macron a été réélu avec quand même un premier mandat calamiteux. On a la preuve qu'il a menti sur le budget avec Bruno Le Maire avant la dissolution, avant les élections européennes. Il ne fallait surtout pas dire que leur choix politique avait été calamiteux, avait endetté la France comme jamais. Et pourtant, ils ne sont pas poursuivis. Il n'y a pas de procès public. On sent bien qu'il y a une impunité. Il y a une impunité, mais je pense qu'ils ont quand même mangé leur pain blanc. Combien de temps est-ce que ça va durer encore? Je ne sais pas, mais on ne peut pas fonder sur du sable. Aujourd'hui, ils perdent complètement le scénario au niveau international. Plus personne ne se dit il faut faire une construction supranationale. Au niveau mondial, on est en train de déclasser. Le problème, c'est qu'on a aussi un peuple qui a été lui-même endormi. Ouais. Et la vérité, et on l'a vu, la répression qu'il y a eu pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement spontané, qui était
en dehors comment dire, de la grippe des syndicats, des partis politiques. C'était quelque chose qui était vraiment assez incroyable, plus d'1 an de manifestations. Et on sait d'ailleurs qu'ils ont eu très peur à cause de ça. Et ça a fatigué beaucoup de personnes et ça a fait peur. Les coups de flashball dans la tête, des personnes emprisonnées, des enquêtes, ça a fait peur. Il y a une répression d'État qui n'est pas démocratique. Là, on était vraiment dans une répression ultra sanglante qui n'avait pas sa place en France. Clairement. Et on est dans une société post-démocratique et ces sociétés-là, au bout d'un moment, finissent par échouer parce que je pense que quand même que le peuple... La censure ne peut pas tenir sur le long terme. Exactement. Le mensonge ne peut pas tenir sur le long terme. Enfin, il y a quand même ce qu'on apprend de la chute de l'URSS. Exactement. On a l'impression que l'Union européenne est en train de vivre un peu sans la perestroïka, mais la période de chute de l'URSS. C'est-à-dire on continue de mentir, d'avoir des objectifs irréalistes, de gouverner contre les peuples, de paupériser les populations pour une caste... alors c'est des apparatchiks. Hein, et ça a duré quoi, 10 ans, 8 ans, 7 ans, enfin, voilà, c'est exactement ça. Et en plus, on sait que l'URSS, la guerre en Afghanistan pour eux était un gouffre, comme la guerre en Ukraine est un gouffre financier, plusieurs centaines de milliards d'euros qu'on n'a pas trouvé pour la sécurité, pour l'investissement, pour la santé, pour les hôpitaux. On les trouve tout d'un coup pour la guerre. C'est quand même incroyable. L'Union européenne n'a pas versé un centime pour la paix. Elle est capable de trouver des milliards pour la guerre. Et avec ce fanatisme, et c'est une bonne allusion de se dire, regarde, c'est exactement ce qu'a fait l'URSS. Et au bout d'un moment, eh bien voilà, elle s'est écroulée. Et c'est ce qui attend. Moi, je suis certain que ces méthodes qui ne sont pas fondées sur ce qui est juste, sur ce qui est bon, ça peut durer un temps. Ils peuvent faire encore du mal, mais au bout d'un moment, ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Et petit à petit, le peuple va se réveiller aussi, j'y crois. On voit quand même la propagande qui a pris un niveau supérieur par rapport à l'Ukraine. Sur le terrain, l'armée ukrainienne n'est pas en bonne position. Ça, c'est officiel maintenant. La Grande-Bretagne a reconnu pour la première fois avoir perdu un soldat officiellement lors d'un accident loin du front, mais c'est officiel, un soldat britannique est mort en Ukraine. Combien, on ne sait pas officieusement. Donc petit à petit, les murs tombent les uns après les autres. Néanmoins, la propagande augmente. En France particulièrement, on a le SEMA, chef d'état-major des armées, qui fait ce discours qui a été extrêmement critiqué au Salon des maires, expliquant qu'il faut comprendre que maintenant il faudra être prêt à perdre nos enfants pour la défense de nos intérêts. Alors, pas français, pas la patrie. Encore une fois, c'est l'Europe. C'est toujours ce niveau européen qui va permettre d'enclencher une logique d'alliance qui permettra une guerre mondiale, en quelque sorte. Et puis les médias officiels, que ce soit les médias publics ou bien LCI et d'autres médias privés, qui ont augmenté encore la propagande pour bien faire comprendre que la Russie était notre ennemi et qu'il fallait se préparer à un conflit majeur d'ici 3, 4, 5 ans, alors ça dépend un peu des sources, avec la Russie. Pourquoi cette propagande ? Je pense qu'ils n'ont plus que ça pour tenir la boutique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur tous les autres sujets, ils sont mauvais, les résultats ne sont pas là. Et derrière, ils pensent que, parce que c'est quand même une vieille recette, on va ressortir le drapeau, on va agiter le patriotisme pour la grande guerre contre le méchant russe qui va nous envahir. Donc à longueur de journée, il faut parler du russe qui nous envahit, qui envoie des drones, qui envoie des bateaux, de leur flotte fantôme au large de Brest ou de la Bretagne. Donc ils n'ont plus que ça pour essayer de rassembler les Européens. Et ils rêvent, pour eux, c'est une opportunité de dire, regardez, l'Union européenne, ça sert à quelque chose, puisque grâce à la Russie, on va tous se retrouver ensemble et on va s'unir contre la Russie. C'est le phénomène. On sera la plus grosse armée parce qu'on a plein de chars, plein d'avions, plein de militaires à envoyer mourir. Et puis on est super bon en guerre, puisque la dernière fois qu'on a fait la guerre dans les tranchées, c'était en 14-18. Donc du coup, là, aujourd'hui, ils comptent là-dessus. Mais c'est pareil, ça, c'est le propre des fanatiques, c'est le propre des personnes qui n'ont pas les pieds sur terre et qui se disent, écoutez, on va quand même essayer de sauver le vaisseau européen et on va faire ça. Et c'est inquiétant parce que certains, je pense, n'auraient pas de scrupules du tout à envoyer les enfants des autres, évidemment, se battre en se disant on met tout sur le rouge et on espère que ça va bien se passer. Quoi. Ça ne peut pas bien se passer. Ça va mal se passer. Une puissance militaire, nucléaire face à l'OTAN, ça ne peut pas bien se passer. C'est impossible. C'est impossible, mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont tout risquer. Donc, ils vont mettre... Là, du coup, ça sera la pire des choses qui puissent arriver aux nations européennes. C'est que cette guerre deviendrait nucléaire parce que au bout d'un moment, Poutine va enlever les gants et il a des moyens de calmer tous les pays qui sont en train de le bombarder aujourd'hui. Toutes ces armes qui proviennent de pays de l'OTAN, Poutine pourrait dire légitimement, écoutez, moi je le réplique puisque vous il l'a dit d'ailleurs récemment, sa parole a été tronquée pour expliquer que Poutine est prêt à attaquer l'Europe. Il disait, si l'Europe veut nous attaquer, on est prêt à répondre. Enfin. Exactement. Donc on le sait. Et puis on le voit sur le terrain. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pensaient que l'armée russe contre l'armée ukrainienne, qui était
financés, poussés, encouragés, formés par l'OTAN avec de l'aide satellitaire des pays membres de l'OTAN. N'oublions pas ça. Il y a des avions, même français, américains. Oui, et c'est surtout les Américains qui sont la clé, puisque c'est eux qui fournissent le renseignement et la cartographie. Les images satellitaires sont données sans par les Américains, c'est fini. Hein. Exactement, c'est fini. C'est pour ça que Trump aussi, du jour au lendemain, s'il le voulait vraiment, il pourrait négocier. Mais là, aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent, écoutez, c'est la dernière chose à faire. Et puis, je préfère encore voir l'Union européenne disparaître dans un dernier grand moment belliqueux de guerre, plutôt que d'avouer qu'on s'est trompé. Pas disparaître, parce que ce serait peut-être justement la stratégie, c'est chez les idéologues fanatiques, de dire c'est le moment ou jamais de flinguer les États-nations et de créer justement ce choc, donc la guerre, c'est toujours ça, pour fonder l'Europe de demain, c'est-à-dire l'Europe fédérale, où là on aurait ce supra-État qui gérerait ensuite des populations éparses qui n'auront plus de souveraineté politique. Exactement. Et ça, c'est clairement le projet fédéraliste. Je pense que certains veulent faire ça. Moi, je parlais de ceux qui veulent aller jusqu'à la guerre en se disant on mise sur la guerre parce qu'il ne nous reste plus que ça, et puis d'autres qui en même temps disent on va agiter le spectre de la guerre, et en effet, on peut aller dans ces directions d'une Europe fédérale. C'est la raison pour laquelle l'Europe ne marchait pas, c'est parce qu'elle n'était pas fédérale. Le général Richoux a clairement eu des mots pour dire que la France, c'est de la merde et que ça n'existe pas en dehors d'un cadre fédéral. Voilà, on en est là. C'est terrible de se dire qu'un militaire français puisse dire que lui, il est prêt à verser son sang pour un général allemand. Enfin, ça veut dire que cette personne n'a jamais lu un livre d'histoire de sa vie. Il y en a qui veulent aller dans ces directions-là. Mais est-ce que cette Europe fédérale va apporter de la prospérité ? Est-ce qu'elle va enrichir nos écoles ? Est-ce qu'elle va nous apporter une meilleure santé ? Non. Non, ça sera encore pire qu'avant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont être rattrapés par la réalité. Et les personnes, si cette Europe fédérale allait apporter tous les bienfaits qu'elle est censée apporter, ils l'auraient déjà mis en place. On aurait déjà vu les bienfaits. Exactement. Donc, on ne les aura pas. Donc, si vous voulez, petit à petit, eux, ils vont s'enfoncer. La situation va s'aggraver. C'est pour ça, je pense aussi que de plus en plus de personnes vont se réveiller et que leurs jours sont comptés. Moi, je ne suis pas juste capable de dire si c'est dans 2 mois, dans 2 ans, dans 10 ans. Mais ils n'ont pas fondé sur du roc. Ils ont fondé sur du sable. Et donc, ils s'enfoncent. Et on va s'enfoncer. En revanche, ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils risquent de nous amener à un tel stade que ça va être difficile de s'en sortir. En tout cas, ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Et ça, c'est quelque chose... Déjà, le stade est là. Enfin, je veux dire, nos économies sont surendettées. On parle de récession. Et puis maintenant, il n'y a pas de projet, à part ce projet totalement mortifère d'économie de guerre. Exactement. N'oublions pas que la Chine, il y a 200 ans, était quasiment la plus grande puissance mondiale, même si on ne peut pas comparer tout à fait la situation. C'était une très grande puissance. La Chine s'est écroulée, a traversé une grande période de pauvreté, une grande période peut-être pas d'extinction, mais en tout cas de froid, de crise sur le pays, et qu'aujourd'hui, ça peut nous arriver aussi, et penser que cette espèce de penser que l'Européen serait supérieur à tout le monde, qu'on s'en est toujours sorti, il faut faire attention. Quand l'Empire romain s'est écroulé, on a connu quelques siècles, avec les invasions barbares, avec les cités qui disparaissaient, on n'avait pas la notion d'État comme aujourd'hui, mais on peut de nouveau traverser. Donc c'est-à-dire qu'il faut juste, moi je dis, n'attendons pas juste que ça tombe pour se sortir la tête de l'eau en disant écoutez, maintenant à nous de jouer. Il faut précipiter ce moment où on fait tourner ces élites, où il y a des nouvelles personnes qui prennent le pouvoir pour essayer de sauver ce qui reste, parce qu'il y a encore quand même quelques bonnes choses, mais on n'a plus beaucoup de temps par rapport à ce monde multipolaire qui se met en place. Oui, justement, le monde multipolaire qui avance sans regarder réellement. Enfin, la visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine était catastrophique. Enfin, ça va que nos médias ont présenté ça en disant il a montré les muscles, il a clairement fait comprendre. Mais en réalité, Xi Jinping a été très courtois. Il l'a gentiment écouté. Il a pris beaucoup de son temps pour l'accompagner. Brigitte Macron a vu les pandas, etc. Mais c'était purement commercial déjà, et et en matière géopolitique, il n'y avait rien à attendre de cette visite. Et en rentrant, il dit qu'il va menacer la Chine de sanctions. Oui, et c'est pas lui qui le fera, ce sera Ursula von der Leyen qui ne fera rien non plus. Donc, exactement. Voilà. Donc c'est une caricature, et le monde entier. Et moi, j'encourage toujours les personnes, dans la mesure du possible, à lire la presse étrangère. Oui, c'est moi aussi. À lire la presse indienne, la presse. Il y a des versions anglaises ou parfois même maintenant avec l'IA, on peut traduire. On peut traduire en temps réel pour voir comment le reste du monde nous voit, se moque de nous, de la pitié, ou se dire enfin l'heure de la fin de l'Europe est arrivée, parce que ce n'est pas digne d'un responsable politique comme Macron d'arriver en Chine, d'avoir ce genre de allez, je vais courir sur l'université, je vais parler devant les élèves, et puis surtout qu'est-ce qu'il en a sorti, c'est qu'est-ce que la France a gagné dans cette entretien, politiquement, économiquement. Alors, il y avait quand même beaucoup de patrons du CAC 40 qui étaient là, donc j'imagine que eux ont fait des affaires. On peut espérer. Oui, il faut espérer, parce que il y avait plein de ministres avec lui, ministre de l'Agriculture, ministre de la Culture, Rachida Dati aussi était là, allez savoir. Les affaires étrangères, évidemment, l'économie. Peut-être il y a eu des rendez-vous bilatéraux qui ont été fructueux, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'était une visite pour rien.
En tout cas, si je pense qu'il y avait beaucoup d'affaires, ils auraient fait beaucoup plus de communication. Oui. Et dans ces affaires-là, est-ce que c'est des investissements que nos entreprises ont fait en Chine Ouais. ou est-ce que c'est des investissements qui vont rapporter au peuple français? Je pense que c'est ça ce qui est important aujourd'hui. Les Français aussi veulent du pouvoir d'achat, veulent de la sécurité, veulent une meilleure un service public digne de ce nom. Et pour ça, il va falloir augmenter les budgets, réduire les dépenses. Enfin, il n'y a pas 36 000 façons de faire. Et aujourd'hui, on ne voit pas ce que ces visites de Macron, qui va dans pas mal d'endroits, ont ramené directement à la France. Je vous rappelle que 65 000 entreprises françaises ont mis la clé sous la porte depuis un an. Ouais. C'est gigantesque. C'est du jamais vu. C'est terrifiant. Et ça devrait être sa priorité. Et moi, j'avais vu aussi une vidéo qui est terrible où, pour sauver les boulangers, ils veulent faire un nouveau code NAF en expliquant qu'il y aura des boulangers traditionnels, alors qu'en fait, le problème des boulangers, c'est le prix de l'énergie et le prix de la farine. Exactement. Et sur le prix de l'énergie, par exemple, là où on pourrait faire quand même une différence énorme, puisque l'énergie en France n'est pas chère. Elle est chère du fait des impôts, des taxes et des lois européennes. Plutôt que de faire donc un choix du bon sens, de dire écoutez, ça suffit les conneries européennes, ça suffit les taxes, on va vous faire l'énergie la moins chère, vous allez voir ce que vous allez voir. Du coup, les ménages, les entreprises, ça fera un appel d'air phénoménal. Pourquoi il n'y a pas ce choix politique évident à faire? Pourquoi il n'est pas fait? Parce qu'il n'y a pas de choses, il n'y a pas de courage et on a une élite politique de gauche comme de droite. Parce que penser qu'un Sarkozy, qu'un Hollande, qu'un Macron sont différents, non, ils sont tous issus du même moule. Là, ils vont dire juste un petit peu, leurs discours vont changer pendant la période électorale et une fois en place, ils mènent exactement les mêmes politiques parce qu'aujourd'hui, on a cette caste élite aujourd'hui, cette élite politique qui est mondialiste, qui pense très clairement que l'Union européenne est un bienfait et on pense que c'est pas possible, mais c'est clairement le cas et j'en ai rencontré qui vous disent mais non, l'Europe c'est ça, si on n'a pas l'Europe ça va être la guerre. Moi j'ai des gens qui pensent que Bruno Le Maire a été un excellent ministre de l'économie. Ouais, non, mais ça c'est clair. Il y a des personnes qui ne regardent que les médias dominants pour avoir leurs informations et qui jugent les personnes à la tête aussi. C'est incroyable, qui disent il a une bonne tête, non, il doit faire du bon boulot. Mais comment on explique par exemple cette engouement fanatique vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Ouais, mais c'est multi-condamné. Enfin, il a apporté à la France la trahison du vote de 2005, la vente du stock d'or, le retour dans le commandement intégré de l'OTAN. Rien, en fait. Une dette comme les autres. Et il va vendre un paquet de bouquins pour raconter qu'il a passé 20 jours en tôle. Enfin, très clairement, c'est les limites de la démocratie aussi. On devrait se poser en question parce que du coup, quand les personnes, malgré un bilan aussi terrible, commencent à s'attacher à des personnages comme ça, on peut se demander comment est-ce qu'on forme les personnes aujourd'hui ou comment est-ce que les personnes se forment elles-mêmes plutôt devrait être la bonne forme. C'est le principe du jeu médiatique. Hein. Exactement. Les médias ont fait quand même un barrage pour défendre Nicolas Sarkozy face aux méchants juges en disant que c'était scandaleux qu'il soit en prison. Enfin, faut voir comment Nicolas Sarkozy est traité par l'univers des médias oligarchiques. Exactement. Aujourd'hui, les médias leur appartiennent. Aujourd'hui, vous avez le dossier de l'Acrimed qui sort chaque année avec le monde diplomatique sur à qui appartiennent les médias en France et dans l'ensemble du monde occidental. La plupart des médias dominants appartiennent soit à des oligarques, soit à l'État. Et donc, heureusement, aujourd'hui, on a, et c'est le paradoxe, des outils américains sur Internet qui nous permettent de communiquer. Il faudra qu'on ait un plan B le jour où ils voudront décider de nous évincer. C'est déjà le cas. On est un peu caché, confidentiel. D'ailleurs, si vous pouvez partager cette vidéo, mettre un pouce, commenter, et puis nous soutenir sur tipeee.com/le monde moderne, n'hésitez pas. C'est super important parce que c'est vrai. C'est fondamental. On est des petits ruisseaux comme ça de discours non officiels et très différents, mais c'est un parcours d'obstacles. Hein, c'est un parcours d'obstacles, mais qui touche des personnes qui commencent à comprendre ou qui ont déjà compris que le système est vicié, ne fonctionne pas. Et on n'a pas besoin d'être des millions. Moi, je veux dire, pour changer une société, c'est une minorité agissante. Donc, on n'a pas besoin d'être 30 millions, 35 millions de Français. Il faut des personnes qui ont compris clairement ce qui se passe et que des personnes soient aussi capables de faire une espèce d'union sacrée parce que du coup, si on est tous d'accord sur la souveraineté, si on se dit, par exemple, que l'Union européenne n'apporte pas les réponses, et c'est pas compliqué à expliquer, il faut un projet. Et quel est ce projet? Je pense que la souveraineté est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donald Trump ne cesse pas de le dire. C'est pas forcément un modèle, mais je pense que avec un appui américain, ça sera plus facile. Mais cette souveraineté ne vaut que si c'est une vraie souveraineté. Si c'est une souveraineté pourrait devenir demain les vassaux des États-Unis. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a encore les moyens de notre souveraineté? Moi, je pense qu'il faut en tout cas tenir le discours. Vous savez, moi, je pense que tout ça, ça se fait sur le temps long. Tout ce qu'on a détruit sur plusieurs générations, on ne va pas appuyer sur un bouton. Il n'y aura pas un Deus Ex Machina qui va sortir, qui va dire « Ah, merci Français, vous m'avez donné le pouvoir, je vais tout changer ». Il y a des états d'esprit dans l'administration, c'est pas que les hommes politiques. Vous allez dans différentes administrations françaises, il y a des personnes qui ont été biberonnées à l'atlantisme, qui ont été biberonnées également à l'Union européenne. Ça prend du temps pour changer ces personnes-là. Il faut cette contre-élite qui va arriver de personnes qui pensent que si on est élu en France ou si on sert
les Français, eh bien, la priorité doit être l'intérêt des Français. Et ça ne veut pas dire qu'on va être contre les autres nations, contre les autres pays. On peut très bien vouloir vivre en bon voisinage avec le Maghreb, avec l'Europe, avec les États-Unis, la Russie, la Chine. Le problème, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que le mal est fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui se sortir de la dépendance des GAFAM, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est même hardware aussi. Maintenant, le côté chinois. Est-ce qu'on peut se sortir de la domination chinoise sur le matériel? Voilà. Parce que les Chinois, dans mon prochain bouquin, qui sort au mois de janvier, j'en parle. Si vous regardez des pays, vous regardez les Émirats Arabes Unis, alors je ne suis pas en train de dire que c'est des pays modèles. Les Émirats Arabes Unis, il y a quelques dizaines d'années, c'était des dunes. Regardez ce qui est devenu Dubaï aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est un modèle, mais je dis eux, ils avaient la volonté de changer quelque chose, d'avoir un projet. Ils avaient un projet stratégique. Un projet stratégique. Et beaucoup d'argent. Avec énormément d'argent. Mais oui, mais si vous prenez Singapour, ils sont partis sans argent. Singapour, en plus, avec tout un tas de problèmes de différentes ethnies qui se détestaient, dans des marécages. C'est tout petit, Singapour. Mais il y avait un projet. Alors, c'est clair que souvent, il y a des pays, des régimes qui sont autoritaire ou semi-autoritaire. Là, vous regardez la Chine a été sans dessus-dessous. C'était un des pays les plus pauvres du monde. Et aujourd'hui, c'est un pays qui est en train de faire des prouesses en termes de technologie et avec lesquels nous n'arrivons pas à rivaliser. Donc, vous avez des pays comme ça qui arrivent à s'en sortir. Vous prenez l'El Salvador, je change complètement de continent, qui a des problèmes majeurs d'insécurité. Et tout le monde disait, mais non, on peut rien faire contre la sécurité et tout. Alors, est-ce que la méthode a été un peu radicale? Peut-être, mais elle l'est. Mais d'un autre côté, peut-être qu'il y a c'est le prix à payer, donc pour avoir une société qui est plus sûre. Et je pense que c'est quand même c'est super important dans une société d'assurer la sécurité à tous les citoyens. Et je le dis, il n'y a pas de solution presse-bouton où tout va bien se passer du jour au lendemain. Mais il y a des pays qui étaient sans dessus-dessous, qui ont travaillé. Et ce qui est important, c'est que tous ces pays, si on regarde Singapour, les Émirats, même regardez la Russie, quand on voit ce dont la Russie a hérité à la fin des années 90, les décombres de l'URSS avec que des oligarques qui s'en mettaient plein la poche et des multinationales occidentales ou du monde entier qui venaient se servir sur la bête. Mais tout d'un coup, aujourd'hui, la Russie a le plus fort PIB en parité de pouvoir d'achat d'Europe. C'est pas pour ça qu'il y a une telle russophobie parce que Poutine a réussi. Mais c'est sûr. Il y a une forme de jalousie. Il y a une forme de jalousie. Il y a une forme de jalousie de la Russie qui s'en sort, qui arrive à dire je ne veux pas de vos banques, je ne veux pas de vos organisations mondialistes qui me disent voilà ce que je dois faire penser sur la santé, voilà ce que je dois penser sur le climat. Je veux servir les intérêts de ma nation avant les autres. Et il a réussi. Et donc justement, c'est plus qu'un grain de sable, c'est une clé à molette dans l'engrenage mondialiste. Et c'est pour ça que ces mondialistes-là en veulent tant à la Russie. Ça n'a rien à voir avec la guerre, avec le sort des Ukrainiens. Sinon, on aurait la même situation, on aurait la même réaction avec la Russie on devrait l'avoir aussi avec Israël et Gaza, on devrait l'avoir également avec l'Arabie Saoudite et le Yémen, on devrait l'avoir dans toutes ces régions où il y a des guerres. Pourquoi est-ce que tout d'un coup... Les États-unis et le Venezuela. Les États-Unis et le Venezuela, on dirait, non, attendez, on ne peut pas faire ça, on est pour le respect du droit international. Donc il y a de l'hypocrisie occidentale qui nous dessert, et c'est clair que cette jalousie des pays qui marchent et qui refusent surtout. Le crime de la Russie, le plus grand crime, c'est de refuser le projet mondialiste. C'est ça leur plus grand crime. Mais sur le projet européen, en contraste avec le projet impérial russe, il y a quand même toute cette politique de censure, toute cette politique aussi de manipulation des élections. On a vu ce qui s'est passé en Roumanie. Aujourd'hui, c'est la Bulgarie qui va rentrer dans l'euro, alors que les Bulgares ne veulent pas de l'euro. Donc encore de la paupérisation, encore de l'inflation incontrôlée. Il y a quand même cette volonté de la part des européistes de Bruxelles d'imposer cette dictature du bien, la censure, l'interdiction des réseaux avant 16 ans, et puis surtout, si vous votez mal, on vous fait annuler vos élections et vous allez voter bien. Alors la Géorgie, ça n'a pas fonctionné, mais ils continuent de pleurer et d'expliquer que c'est un vol démocratique, etc. Moi, ce qui me choque le plus, c'est sur le cas roumain, où vous avez Emmanuel Macron, président de la République française, qui passe son temps à faire de la désinformation en expliquant que les élections ont souffert de l'ingérence russe. Alors qu'il n'y a aucune preuve aujourd'hui sur le fait que TikTok a été manipulé par les Russes. Toutes les preuves montrent en fait que le parti au pouvoir en Roumanie avait manipulé TikTok pour faire monter l'opposition. C'est quand même dingue de voir que les responsables politiques français mentent éhontément pour faire croire que les municipales, par exemple, en 2026, attention, il y aura de l'ingérence russe. Bien sûr, cette ingérence. Alors que nous, en France, on ne fait jamais de l'ingérence à l'étranger, on n'a jamais fait d'ingérence en Afrique, on n'en a jamais fait en Russie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est si mal vu. Et ça doit être pour ça, parce qu'on n'a peut-être pas fait de la bonne ingérence, je ne sais pas. Mais oui, je veux dire,
ils ont un plan de transformation de la société qui date depuis il y a quand même très longtemps. C'est pas nouveau ce qu'on vit aujourd'hui. Sauf qu'ils ont tout fait par médiatisation. Quand on a parlé de l'Europe à la fin, moi je me souviens même à l'époque de Maastricht ou même à l'époque du traité, vous avez des personnes, mais oui, mais on va être un ensemble de pays qui allons vivre, on va assurer la stabilité. Oui, il n'y aura plus de guerre. de L'Europe, c'est la paix. Il y a eu les On va Balkans, être concurrent. Bah, D'ailleurs, les Balkans, tout le monde oublie. Ouais, tout le monde En oublie. disant la guerre est revenue sur le continent européen avec l'Ukraine. Non. Les Balkans, ça a été une boucherie. En 1999, l'OTAN a bombardé illégalement la Yougoslavie. J'y étais. L'OTAN a bombardé complètement illégalement. Les Français ont participé à ce bombardement. Et quand je fais mes conférences, il n'y a quasiment pas une conférence où j'ai pas un ancien militaire qui arrive qui me dit pardon. Je sais, c'est pas moi qu'il faut dire pardon. Vous êtes avec votre conscience, mais c'est déjà bien de reconnaître. Mais qui me disent, on a été manipulés. On nous a parlé du méchant Serbe qui allait imposer le communisme, qui était en train de pratiquer des politiques de génocide et des massacres. On sait aujourd'hui que tout ça est faux. Mais l'Union européenne a laissé passer ça. Et moi, qui a manipulé qui dans cette affaire des Balkans? D'abord, on a manipulé la population en disant pour créer une guerre civile. Pour créer une guerre civile. D'abord, l'Europe avait la possibilité. Est-ce que la Yougoslavie devait se poursuivre ou pas? Je ne sais pas. Avec du recul, je me dis que c'était peut-être pas une si mauvaise idée qu'elle demeure. Par rapport à la multipolarité, passé, 20 millions de personnes qui travaillent ensemble, qui ont des cultures très proches, c'est peut-être mieux que les pays indépendants. Mais à cette époque-là, l'Europe pouvait jouer la carte d'une dislocation amiable. Il y avait une constitution yougoslave, il y avait la possibilité de respecter les règles et de faire en sorte qu'ils surtout ne se battent pas. Mais on n'a pas choisi ça. Et d'abord, c'est les Américains. Je rappelle que les Bosniaques, Serbes et Croates en Bosnie-Herzégovine s'étaient mis d'accord sur une fin à l'amiable. Et que comment s'appelle, Alija Izetbegovic, le président des Bosniaques musulmans, rentre à Sarajevo. Il voit Zimmerman, qui est l'ambassadeur des États-Unis en Yougoslavie. Il sort de la réunion, il dit « je retire ma signature ». Et quelques temps après, la guerre dégénère. Les Américains voulaient ça pour montrer au monde entier, voilà ce qui se passe quand un pays résiste à ce nouvel ordre mondial qu'on est en train de mettre en place. Et l'Europe a fermé les yeux. Et moi, j'avais rencontré à un moment, c'était Jacques Delors, qui était à l'époque président de la commission. On était seuls, juste lui et moi, pas de journaliste, pas de presse. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous avez permis ça? Vous avez l'occasion de rêve. Moi, je ne crois pas trop au projet européen. Je dis, mais vous aviez l'occasion de rêve de montrer que l'Europe servait à quelque chose, que vous vouliez la paix. Ouais. Et vous n'avez rien fait. Vous avez laissé mourir des centaines, en tout cas des dizaines de milliers de personnes, et avec la haine qui perdure après. Ouais. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais on n'avait pas le choix. Et dans ce contexte de ma discussion avec lui, c'est que c'est pas lui qui décidait. C'était clairement Washington qui décidait. On n'avait pas le choix. Les Américains voulaient cette guerre. Ils voulaient montrer au monde entier ce qui se passait quand on résistait leur politique. Et puis, ils voulaient aussi montrer la valeur de leurs armes, de leur armée. Et puis, voilà, et tuer de manière complètement indiscriminée les différentes populations. Ils s'en fichent complètement. Et c'est toujours quand même cette région de l'Europe qui est visée. Hein. L'Europe centrale, la Mitteleuropa et maintenant l'Europe slave. L'Ukraine, c'est pareil. Alors, quand on dit que l'Ukraine, ça remonte à 2014, le non-respect des accords de Minsk, que derrière le Donbass, c'est quand même une affaire de massacre de population civile, on est accusé de reprendre le narratif russe. Pourquoi on empêche les gens d'avoir accès à cette information en expliquant que c'est de la propagande russe au lieu de dire que c'est de l'information? Parce que nous ne sommes pas en démocratie. Je pense que le premier pilier de la démocratie, c'est la liberté d'accès à l'information. Toute l'information. Après, chacun fait ses choix. Mais aujourd'hui, et moi je l'ai vu, c'est ce qui m'a ouvert les yeux, c'était cette guerre en ex-Yougoslavie où moi j'étais concerné, puisqu'avec mes impôts, je payais des bombes qui tombaient sur ma famille. Donc j'habitais en France à l'époque, je suis allé pendant la guerre en Yougoslavie. Et j'avais accès aux deux informations. Et je me suis dit, flûte alors, moi qui pensais qu'il y allait en effet avoir plus de propagande côté serbe, j'ai lu et je regardais les faits et je regardais sur le terrain. Moi, j'ai dit, mais c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la vérité. Qui est de la propagande côté serbe? Évidemment qu'il y en avait, mais il y avait énormément de propagande de notre côté. Et personne ici, sauf à l'époque, on n'avait pas l'Internet développé comme on l'a aujourd'hui, sauf quelques feuilles de chou auxquelles il fallait s'abonner. Il n'y avait pas. Moi, quand je suis arrivé pendant les bombardements à Belgrade, c'était quelques jours après que l'OTAN ait bombardé la radio-télévision serbe. 16 personnes qui travaillaient pour un média serbe ont été tuées. Ouais. Qui était Charlie pour les Serbes à cette époque-là? Qui a parlé de ça? Personne. C'est un crime de guerre et il y a personne qui n'a même été poursuivi. Et donc ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? C'était un crime de guerre. Qui est-ce qui a fait ça? Et c'était clairement pas un accident. C'était volontaire. Personne n'a demandé pardon. On tue des journalistes. C'est pas grave. C'est l'Occident. Et là, je me suis dit, ok, là, c'est clair et net qu'on nous ment beaucoup plus
qu'on pense, parce que le système dans lequel on est aujourd'hui ne veut pas. On est dans une espèce de démocratie plus que contrôlée. On est vraiment dans la post-démocratie où il n'y a plus accès à l'information. Donc les personnes n'arrivent pas à prendre des décisions. On est un peu dans l'opinion, mais on n'est pas dans le jugement. Et vous regardez le niveau des débats sur la plupart des télévisions, ou alors c'est des débats à 1h, 2h du matin sur des chaînes avec des petites, avec un petit audimat. Vous avez heureusement aujourd'hui l'Internet et plein de très bonnes émissions sur Internet qu'il n'y avait pas à cette époque-là, et ce qui leur fait paniquer. C'est pour ça qu'ils veulent serrer la vis, c'est pour ça qu'ils veulent manipuler les élections. Les élections, je pense qu'ils les manipulaient avant. Sauf que là, c'est un autre... Là, on les annule. Voilà, là, on les annule, on dégage les candidats, on dit vous pouvez plus vous candidater, et puis on les accuse de n'importe quel mot quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, et aujourd'hui, on est clairement dans cette situation, et ça s'aggrave. Et ça s'aggrave parce que tout ce que ces mondialistes et ces atlantistes ont fait par dose homéopathique, doucement, avec les générations, de réingénierie sociale, de nouvelles alliances, de transformation de la société. Et nous, on n'a rien vu, parce que c'était panem et circenses, du pain et des gens. Regardez pas, le foot, on est champion du monde, regardez ceci, on a un nouveau stade, on a les Jeux Olympiques. Mais les Jeux Olympiques. Mais derrière, on voyait pas qu'on s'endettait, on voyait pas qu'on n'investissait pas dans la recherche et le développement, on ne voyait pas que une partie de la justice est corrompue, qu'aujourd'hui, la société n'est plus aussi sûre. Et là, maintenant, on se réveille avec la gueule de bois. On se réveille avec la gueule de bois, et au lieu d'avoir cette caste politique qui devrait avoir le souci des Français comme première priorité, au lieu de se dire ok, on s'est trompé, on va changer, eh bien non, eux ils précipitent, parce que ce plan qu'ils devaient mettre en place, je pense, sur encore quelques générations, eh bien ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre, que leur système ne marche pas, donc ils se précipitent, ils vont encore plus vite, ils veulent la guerre, ils veulent la fédéralisation, ils veulent la censure. Ils veulent la censure, parce que le peuple ne sait pas ce qui est bon pour lui. C'est ce que dit Christopher Lasch dans un super bouquin qui s'appelle qui a été sorti, je pense, dans les années 80, sur la trahison des élites, la révolte des élites et la trahison de la démocratie. Et il parle des élites américaines qui, au bout d'un moment, se sont dit, mais nous, on va travailler pour notre propre caste. Et c'est ce que disait Warren Buffett. Il dit, oui, c'est vrai, il y a une guerre des classes, mais c'est la nôtre qui est en train de gagner. Warren Buffett, c'est juste un des hommes les plus riches au monde. Et donc, cette caste élitaire, c'est séparé du reste du peuple. Eux, ils cherchent à défendre leurs propres intérêts. Et ne soyons pas dupes, dans cette guerre en Ukraine, il y a des intérêts économiques de personnes qui financent la classe politique dominante aujourd'hui. Alors justement, l'Ukraine, on voit les milliards qui transitent dans ce pays, largement corrompu. C'est encore récemment un proche de Zelensky, un de ses plus proches conseillers, qui a été poussé à la démission, le ministre de la Défense, une autre ministre, enfin, tout le gouvernement autour de Zelensky tombe pour corruption, et lui ne serait pas corrompu. Oui. Alors que son nom est passé dans les Pandora Papers il y a déjà quelques temps. Si vous voulez, soyons rationnels. Il vient du monde du cinéma, de la télévision. Voilà, de l'entertainment. C'est un acteur. C'est un acteur. Ça ne veut pas dire que c'est pas un homme intelligent, mais il a été hissé dans ce monde politique où évidemment il n'y connaît rien. Et c'est normal. Et donc, il a été tout de suite entouré par des spécialistes américains, atlantistes, n'en doutons pas, et il a fait monter des amis qui, eux, ont vu, pas forcément l'intérêt de tous les Ukrainiens, mais qui ont vu leurs propres intérêts. Ouais. Et Zelensky aussi, bien sûr, qu'il est noyé. Le problème, c'est que si jamais le système fait tomber Zelensky, parce qu'il y a quand même de forts soupçons qui pèsent sur les Américains qui auraient laissé fuiter les informations sur les aides de Zelensky pour les faire tomber. Sur le Naboo, parce que Zelensky voulait quand même supprimer l'organisme anticorruption ukrainien avant l'été. Il a été obligé de rétropédaler. Il y a eu des manifestations en Ukraine quand même. Donc on voit bien qu'il est gêné par cette affaire. Exactement. Maintenant, mais ils le tiennent. C'est comme ça qu'ils font aussi. Le système qui est en place aujourd'hui tient. Il y a des nababs dans le monde entier par la corruption, par des casseroles, par tout. C'est pareil, c'est vieux comme le monde. Penser qu'on ne fait pas ça, c'est vraiment être extrêmement naïf. Alors pourquoi, quand on a ces preuves sous le nez, quand on voit que l'Ukraine était un des pays les plus corrompus sur le continent européen, nos chers leaders, notamment Emmanuel Macron, continuent de promettre des milliards, de signer des papiers qui ne valent rien sur la vente de 100 Rafales à horizon je ne sais pas quoi. Enfin, ça aussi, c'est de la com. Pourquoi cette volonté de ne pas dire, écoutez, on a peut-être fait une erreur, il va peut-être falloir arrêter les frais, et on veut savoir où va l'argent? Alors, parce que ce sont des fanatiques, je reviens dessus, et parce que ça marche aussi, parce qu'une partie de la population qui ne va pas regarder ce qui se passe sur le terrain, qui pense que vraiment, peut-être en effet, il y a un proche de Zelensky, mais Zelensky, c'est le héros du peuple, on l'accueille partout, c'est Churchill. Donc, vous savez, c'est pas juste de fausses informations qui arrivent, c'est le conditionnement des esprits. C'est ce que Bernays explique dans Propagande, c'est ce que Lippmann dit, c'est vraiment c'est la fabrication du consentement qui a été... Mais c'est pareil, Churchill, il a ses zones d'ombre. Si on commence à regarder ce qu'il a fait en Afrique du Sud,
Sud et ailleurs, Évidemment. c'est un massacreur de population. Hein. Évidemment, mais l'histoire ne veut reconnaître. Alors ça, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, mais pareil, on n'a pas accès à une information, on va dire, libre sur tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, il y a non seulement le fait que là, vous allez avoir le président qui va dire on va aider l'Ukraine gagne, etc. Mais combien de personnes savent que sur le terrain, l'Ukraine est en train de perdre, que l'Ukraine est en train de reculer, que les Ukrainiens sont les premiers à demander... Pas les gens qui regardent LCI, pas les gens qui regardent BFM, pas les gens qui lisent Le Monde, pas les gens qui... Voilà, et ça représente encore beaucoup de personnes. Oui, mais pourquoi ces médias-là font pas leur travail? Parce qu'ils appartiennent à des oligarques ou à l'État qui ont des intérêts financiers et politiques dans cette guerre en Ukraine. Qui est le premier investisseur en téléphonie, un des premiers investisseurs? Xavier Niel. Voilà. Et qui est de quel patron, de quel média est-ce que Xavier Niel est patron? Télérama, Le Monde, etc. Vous pensez 5 secondes que dans Le Monde, on va lire un article objectif sur l'Ukraine quand vous savez que le patron, lui, a investi beaucoup en Ukraine. Lui s'en défend en disant que justement, il n'a pas les mains dans le cambouis comme Bolloré, qu'il laisse ses rédactions. Bien sûr qu'ils disent ça, ils disent tout ça. Ils sont au-dessus de tout ça. Ce sont des anges. Ils sont là pour la démocratie, pour la liberté d'informer. Des blanches colombes qui laissent leurs journalistes faire leur boulot. Il faut arrêter ça. On est dans l'utopie, dans la dystopie totale. Évidemment qu'ils ont des intérêts financiers. Et je pense qu'il ne faut pas négliger, il y a ce côté fanatique et ce côté démagogue de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et ce n'est pas nouveau dans le temps. Des personnes qui perdent le pouvoir ont tendance à vraiment à s'enfoncer au lieu d'avoir l'humilité, parce qu'on a vraiment une classe dirigeante qui manque beaucoup de vertus, et notamment l'humilité, de dire on s'est trompé, on va changer notre fusil d'épaule. Eh bien aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de ces personnes-là qui servent des groupes économiques. Mais par exemple, Emmanuel Macron, président de la République française, est très fier, et je pense que c'est le sommet de sa carrière, de recevoir le prix du Global Citizen des mains du patron de BlackRock à New York, à l'Atlantic Council. Oui. Il fait un discours où il explique que, oui, évidemment, c'est un citoyen du monde, etc. Pour lui, ses patrons, son équipe, ses amis, ce sont ces citoyens du monde, ces global leaders. Bien sûr. La France, c'est quoi? C'est un tremplin pour sa carrière internationale, c'est pas plus. Exactement. C'est ce que dit Glucksmann. Je me sens plus proche des habitants de Berlin ou de New York qu'une personne de Picardie. C'est exactement la même chose. Eux, leur groupe d'amis, les intérêts qu'ils servent ne sont pas les intérêts de la population française. Macron est beaucoup plus heureux de recevoir ce type de pins et de cadeaux de la part de BlackRock, enfin en tout cas du patron de BlackRock, que de baisser le chômage des Français. Ce qui est terrible, c'est qu'il ne se cache même pas. Enfin, je veux dire, là, on a quand même le patron de BlackRock qui remet un prix à un président français pour dire qu'il est global citizen. Oui. Et une société qui fait quasiment 3 fois le PIB de la France. Ouais, non, mais c'est l'équivalent de l'employé du mois de McDonald's, quoi. C'est exactement ça. C'est pas la place d'un président français, en fait. Bien sûr que non. Un De Gaulle n'aurait jamais accepté ça. C'est normal. Bien sûr, c'est normal. C'est complètement normal. Alors, mais il ne se pourquoi cache on en plus. arrive à ce délitement total des élites, entre guillemets? Parce que je pense que pendant un bout de temps, ça marchait et qu'ils s'en fichent. Et comme on disait, là, il suffit... Je pense qu'il doit rigoler, Emmanuel Macron, parfois, dans sa barbe, quand il se dit je vais dire que je vais vendre 100 rafales, ça va les calmer. Je vais faire la coalition des volontaires. Je vais dire en français nous sommes en guerre. Il va employer ça. Et lui, il va rentrer le soir. Je vais faire dire au SEMA qu'il faut qu'on soit prêt à perdre nos enfants. Exactement. Et avec lui, quand il se retrouve avec ses proches, ses amis, ils doivent rigoler ensemble. Un verre de whisky à la main. Manu, t'as été trop fort, franchement. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est triste. C'est sordide. Mais c'est comme ça parce que s'il avait vraiment l'intérêt des Français, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait en 2 quinquennats pour les Français? Quels sont les indicateurs qu'il a améliorés? Je demande à chaque fois. Rien. Donc on trouve des milliards pour des guerres à l'étranger qui pour le budget de la défense. Là, ce qui m'a choqué aussi, c'est de voir que récemment, les députés européens ont voté massivement pour le budget de la défense, après un travail aussi de propagande interne pour expliquer qu'on devait absolument dépenser davantage pour avoir des gros missiles, des rafales, des drones surtout. Bien sûr. Et qu'il fallait se mettre à jour et être prêt parce que finalement, c'est le dernier truc, c'est cette économie de guerre qui permet de faire croire à une croissance qui n'est plus là. Exactement. Et ils sont obligés de se cacher derrière ça. Vous avez le complexe militaro-industriel qui se frotte les mains, mais soyons pas dupes. Il y a 10 ans, 15 ans, les pays membres de l'OTAN européens achetaient majoritairement 60% d'armement à des entreprises européennes. Aujourd'hui, ces mêmes pays achètent 60% chez les Américains. Donc c'est plutôt le complexe. Donc on dit on va récupérer l'argent, mais à la fin, cet argent va se retrouver dans les poches du Pentagone. Bien sûr que c'est un Les leurre. Belges ont acheté des F-35. Exactement. Les Polonais achètent des centrales qui sont récipiendaires nets de l'aide de l'Union européenne, achètent des centrales nucléaires américaines, des hélicoptères américains, des avions de chasse américains et mettent des bases américaines chez eux. Enfin, tout est dit. Grâce aux impôts des Européens. Grâce aux impôts. Et je reviens sur un sujet que tu as évoqué il y a quelques instants. Tu disais, mais pourquoi est-ce qu'on continue de faire ça? Mais imaginez le député qui dirait, attendez, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Moi, je veux de l'argent pour les hôpitaux français. Moi, je veux de l'argent pour la sécurité des Français. Moi, je veux de l'argent pour améliorer la qualité de l'enseignement en France.
et qui dit, je pense que il faut pas faire la guerre en Ukraine. Mais ce député serait traité de pro-russe, il serait traité de tous les noms. C'est bien le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une population quand même qui est soumise à une propagande de masse qui fonctionne. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez les lignes rouges qui sont dépassées, le non-soutien à l'Ukraine, le Frexit, vous êtes rangé dans la case complotiste, pro-russe, dangereux, zozo, clown, extrême droite, ce que vous voulez. Bien sûr. Vous n'êtes pas autorisé à dire ces choses-là. Non. Et lors des Donc on n'est déjà pas dans une démocratie en fait où la parole est libre, puisque il y a des lignes rouges. Ah oui, quand on est en politique, et puis on l'a vu pendant le Covid, il fallait surtout pas dire que c'était n'importe quoi, que le vaccin marchait pas. Enfin pareil. Même si on sait qu'ils ont beaucoup menti. Aujourd'hui, les gens lâches. Ouais. Moi, le politique français, il est lâche. C'est la base en fait du politique français, c'est la lâcheté. Oh, je suis complètement et d'accord. C'est insupportable en fait. Ouais. Parce que ce sont des gens qui sont payés pour avoir une position enviable dans la société, c'est-à-dire le droit d'ouvrir leur gueule. Oui. Et ils la ferment leur gueule. Ouais. Et ça, c'est insupportable. Parce que la gâche est bonne, comme on dit, la place est bonne. Non, mais c'est lamentable. On doit passer à autre chose. Enfin, moi, je suis d'accord. Ce constat de cette classe politique insupportable, qui n'est pas à la hauteur, qui ment, qui passe à côté de l'histoire volontairement. Pour sauver son cul, parce qu'on le voit sur aujourd'hui, la seule option des oppositions, ce serait en finir avec Emmanuel Macron et donc empêcher la formation d'un gouvernement et le pousser à la démission. Non, que font les socialistes, que font les LR? Ils collaborent. Exactement. Ils font en sorte de faire un budget, ils font en sorte de faire durer le truc jusqu'en 2027. Exactement. Parce que ça arrange tout le monde. C'est la combinazione, la petite tambouille entre amis. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut vraiment cette circulation des élites. C'est une classe dominante complète à changer avec des personnes qui ont les intérêts des Français. Et quand je dis des Français, ça part du village. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les municipales qui vont être quand même largement manipulées par les Russes. Bien sûr, et en plus, ils ont que ça à faire, les Russes, à savoir qui va être maire de Plougastel-Daoulas. Je pense que c'est extrêmement important. Donc, et j'ai beaucoup de respect pour les habitants de Plougastel-Daoulas. Mais c'est pas loin d'une base sous-marine. Peut-être, ça doit être ça. On peut faire partir des drones. Mais ce qui est important, c'est que oui, cette classe-là n'est pas au niveau. Et on paye le fruit de générations où on n'a pas investi dans l'école. Si vous voulez, quand on regarde ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles publiques en France, c'est quand même pas du tout au niveau, les livres d'histoire, le niveau de mathématiques, la qualité de l'enseignement, c'est pas du tout au niveau par rapport à un pays qui se veut être une première puissance mondiale. Donc ces personnes-là à qui on n'a pas appris à apprendre, on n'a pas appris à discerner le bien du mal, on n'a pas appris à faire usage de leur entendement pour essayer d'arriver à un jugement, eh bien, tout d'un coup, du jour au lendemain, ne peuvent pas être éclairés. Ça prend du temps, et ça, aujourd'hui, le système en profite. Et le système a voulu ça. Plus les gens ne sont pas formés, moins les personnes sont formées à apprendre, à discerner, plus elles vont croire n'importe quoi, plus elles vont voter par les mêmes, dire attention, voici l'homme prodige, il va tout changer, votez tous pour lui. Est-ce qu'on n'arrive pas aussi à la fin de ce système, quand on voit l'effort qui est mis là actuellement pour essayer de lancer sur la rampe de lancement Raphaël Glucksmann comme la suite logique de Macron, eh ben, ça fait plouf parce qu'il est vraiment trop nul. Oui. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas quand même la barrière du réel? Macron était déjà nullissime, mais bon, ça passait parce que c'était nouveau. Le petit bonhomme qui sort de sa boîte, il sort de nulle part, c'est génial. On pouvait raconter tout et n'importe quoi sur lui, il n'était pas connu. Ils essayent de faire la même avec Glucksmann. Toute la radio-télé publique fait campagne pour lui, et ça marche pas. Non. Il est nul. Non. Est-ce qu'il n'y a pas la fin de ce système-là? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on y est dans cette fin. Il faut susciter les engagements. Moi, je le dis à chaque fois, on doit s'engager. Le terrain n'a jamais été aussi propice que maintenant pour s'engager. Et quand je dis s'engager, ce n'est pas forcément en politique. C'est s'engager dans la vie de la cité. Vous ne pouvez pas savoir le bien que quelqu'un qui s'engage dans une troupe de théâtre, dans une école, dans de l'aide scolaire, dans de l'aide humanitaire, dans un média citoyen, exactement, et aussi en politique. Et il y a différentes façons de faire politique, de la politique. Il y a du syndicalisme intelligent aussi qu'on peut faire. Il faut s'engager, et c'est le réseau de ces personnes qui ont compris comment marchait le système. Il faut s'engager et créer ces réseaux-là, parce que ceux qui ont le pouvoir ne sont pas nombreux. Et vous avez toute une partie de la population qui est endormie. On est dans l'anomie, il n'y a plus de lien entre les personnes. Et c'est ça, ils surfent là-dessus. Parce que je peux vous dire qu'un gouvernement comme ça, il y a même 100 ans, il y a même 400 ans, il n'aurait pas duré 2 jours. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il ne durait pas. Le Cornu, il démissionne en 24 heures, il revient. C'est incompréhensible, cette séquence. Oui, c'est complètement incompréhensible. C'est une farce. Oui. Tout le monde se moque de nous, et avec nous qui pensons, ah bah oui, ça peut arriver. C'est normal. C'est normal. Non, c'est anormal. Mais si nous, on ne s'engage pas, si on ne prend pas des positions dans la cité, si on ne travaille pas sur des circuits courts, on n'est pas obligé de dépendre aussi de toutes ces multinationales. Il y a de plus en plus de circuits courts qui se mettent en place. On doit participer à ça. On doit faire une espèce de, pas forcément de contre-pouvoir, mais pas loin, en se disant que petit à petit, on s'entend entre nous,
on veut changer les choses parce que du coup, une fois que vous êtes dans la cité, quand vous parlez à des êtres humains, quand vous engagez sur ces sujets, vous dites, attendez, ouvrons les yeux sur l'agriculture, sur la santé, sur la sécurité, parlons de ces sujets-là, vous arrivez à toucher du monde, quoi. Et plus on va s'engager, plus vous allez avoir des leaders naturels. Moi, je crois vraiment aussi, pas à l'homme providentiel, mais voilà, je pense qu'on est une ligne de rugby, on pousse, on est plein, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va être un peu plus efficace que d'autres, qui va sortir, qui va rassembler autour de lui. On l'a vu pendant regardez la résistance qu'a fait la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde pensait, c'était fini, maintenant la France est terminée, on est occupé par les Allemands, on a pour 400 ans. Et il y avait des gamins, et pas que des gamins d'ailleurs, qui ont pris le fusil. Les premiers, ils se sont tous fait massacrer parce qu'ils étaient tout seuls. Et quelques-uns d'entre nous aussi, qui sommes un peu aujourd'hui dans cette... Eh bien, ça fait depuis des années qu'on a l'impression de crier tout seul dans le désert. Et tout d'un coup, on en voit de plus en plus qui sortent. Et je dis, mais ça, c'est génial. Et on sera de plus en plus nombreux. Parce que ce qu'on dit, c'est on essaie de se rapprocher le plus de la justice, de la vérité. Et ça, ils ne peuvent rien en face de nous. Le mal ne peut pas triompher. Pour moi, c'est impossible. Il ne peut pas triompher ad vitam aeternam. Ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Mais nous, on doit s'engager. On doit avoir des réseaux. On doit faire des liens. Et qui ne sont pas forcément que politiques. Parce que les partis politiques... Moi, je connais plein de personnes qui sont partis aux politiques. Toutes des super personnes. Et la politique bouffe les personnes. Elle les vide de leur substance. Et à la fin, ils veulent juste se battre pour avoir des places, en profiter, serrer quelques paluches. Et puis ils sont obligés de rentrer dans un cadre où la lâcheté prédomine. Donc, exactement. Ou à la tête du parti, on dit tu peux dire ça, tu peux pas dire ça, ils perdent leur liberté. Donc je ne dis pas que c'est pas bien, il en faut, mais il y a d'autres forces. Voilà, il y a la politique, la politique, c'est la vie dans la cité et on doit reprendre ses places dans la vie de la cité. Et ça, donc, ça va être le thème du prochain livre, alors, exactement. Qui sort en janvier, c'est ça qui s'appellera Déclin et renouveau. Pour comment les Français vont s'en sortir. Parce que je pense qu'il y a aussi un élément qui est extrêmement important, c'est que les Français, eux, se sont avachis. Désolé, je vais reprendre j'ai dit, on sait laisser faire. On a laissé ce système se mettre en place. Il y a plein de fois, je rencontre des personnes, ah oui, c'est vrai ce que tu dis, ah ouais, je suis d'accord, etc. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut s'engager. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément reprendre des partis, des programmes politiques. Il y a des choses, comme je dis, qui sont très simples. S'engager dans la cité, faire des réseaux, soutenir les médias indépendants, soutenir les bonnes initiatives. Et puis après, recultiver la vertu. Je pense que c'est tellement important, recultiver ces notions du beau, du bien commun. Personne parle du bien commun aujourd'hui. On doit parler du bien commun. Qu'est-ce que c'est? Il y a l'avenir en commun, quand même, le programme de Mélenchon qui parle un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça, c'est ce qui n'est pas inintéressant, parce qu'on est ensemble comme dans une société. Si un peuple si une démocratie, c'est le choix du peuple, il faut qu'il y ait un peuple. Et aujourd'hui, on peut dire que le peuple français, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il représente, quelles sont ses valeurs. Je pense que c'est extrêmement important. Et c'est pas un programme qui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, parce que je pense que tout le monde est d'accord pour dire on fait de la justice, mais on peut pas avoir un système judiciaire où un président va faire 3 semaines de prison et le plombier qui aurait fait la même chose, où lui, il va faire 3 ans. C'est absolument pas, c'est impossible. Il y a d'autres. Je parlais de la vérité, avoir cet amour de la vérité. On est trop clément avec des menteurs. Ça, je suis d'accord. Quand on voit le succès d'un escroc comme Sarkozy, on comprend en fait que finalement la société promeut ce genre de personnes et ça fonctionne. Nous, on doit avoir la haine du mensonge. Nous, on doit arriver à dire non, mais c'est vrai, on doit avoir cette culture où on dit non. Et là, quand il y a un menteur de ce niveau-là sur des sujets aussi graves, on le fait, mais ça n'a pas d'effet. Enfin, on voit bien. Oui, Macron est un très mauvais menteur et pourtant Alexis, il ment. Il y a des sujets, par exemple, sur le sujet de la géopolitique. Moi, j'ai découvert personnellement tardivement, mais dans les années 90, et j'avais l'impression d'être tout seul. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'amis qui comprennent qu'était le jeu des États-Unis, le jeu des mondialistes qu'avant. Et pourtant, et plus on va avancer, plus on va ramener du monde. Pourquoi? Parce que leur système ne fonctionne pas. Notre plus grand souci, ça serait que demain, leur système, entre guillemets, fonctionne et qu'il y ait la prospérité, alors que ce serait une fausse prospérité, parce que du coup, tout le monde aurait l'argent, mais il y aurait quand même de l'insécurité, il faudrait quand même payer pour aller à l'hôpital. Enfin, je ne les vois pas amener à une société... Si ce système fonctionne et que ce serait pour le bien commun... Mais il ne va pas fonctionner. Non, voilà c'est ça. Donc, c'est-à-dire que, oui, en effet, s'il fonctionnait et que... Tant que c'est sur sur la vertu, sur des vraies valeurs, là ça va. Mais ils peuvent pas sans ça. On peut pas fonder quelque chose de bien si on n'a pas le respect du beau, du bon. Si on n'est pas les plus pauvres. On a 11 millions de pauvres en France. Ça me torture. On peut pas trouver de l'aide. Alors je ne suis pas pour augmenter les impôts de tout le monde et redistribuer. Mais comment est-ce qu'une société peut se respecter si on laisse des personnes au banc de la société? C'est inadmissible. Et aucun responsable politique aujourd'hui. Sachant qu'on a les moyens de changer ça. Mais bien sûr qu'on a les moyens. On peut relancer. À un moment, on a fermé les yeux sur les délocalisations. On dit les Chinois ils commencent à être meilleurs que nous. On va appliquer des sanctions. Mais c'est nous qui avons délocalisé nos usines chez eux. C'est quand même pas leur faute. C'est nous qui avons fait ça. Et donc ce genre de sujet, on dit qu'est-ce que c'est que le peuple français? Qu'est-ce qui nous rassemble? Et donc il y a la partie culturelle, il y a le parti bien commun, il y a quelles sont nos valeurs. Nous on va essayer de tout faire pour ne pas mentir parce que du coup on ne tolère pas ça. Il y a des choses dans la société actuelle qu'on ne tolère pas, qu'on n'a pas le droit de dire.
parce que c'est le conditionnement. Eh bien, il faut évoluer vers une société où demain, un politique qui ment, eh bien, on dit non, attendez, mais là, on le rejette. mandat unique révocatoire. Ah ben moi, je suis clairement, je le dis dans le bouquin, qu'il faut que certains hauts fonctionnaires, des magistrats et les responsables politiques s'engagent sur des promesses de résultats et que régulièrement, pendant leur mandat, ils fassent le point. J'ai promis ça, ça, ça et ça, voilà où j'en suis. Et ça me paraît évident. Vous savez qu'aux États-Unis, ça existe, ça. Hein. Ça existe. Pour les shérifs, pour les juges. Exactement. Vous pouvez dire, attendez, moi, mon shérif, il avait dit qu'il allait baisser la criminalité de X%. Il n'a pas fait, hop, on dégage le shérif. Eh bien, faisons la même chose. Parce qu'à la fin, ces personnes représentent le peuple. C'est l'esprit même de la démocratie. Et aujourd'hui, ces personnes qui sont censées représenter... Mais même la Chine, qu'on critique énormément en Occident, le moindre corrompu en Chine finit très mal. Ah bah, extrêmement mal. Je veux dire que si les corrompus en Europe voyaient ce qui se passait en Chine, ils arrêteraient tout de suite. Parce que c'est pas 3 semaines de prison, là. Hein. Ah non, c'est clair. C'est la guillotine. Hein. C'est pas du tout les mêmes mesures. Mais on doit avoir ce regard et ne pas se contenter de se dire, bah oui, ils sont élus, ils sont intouchables. Non, ils sont élus, ils sont redevables. C'est un honneur pour un fonctionnaire de servir sa nation, pour un politique de représenter... C'est pas ce qu'on voit quand on voit quand même l'audition de Delphine Ernotte, qui est quand même prise dans la nasse, parce qu'on voit très bien que sa politique a endetté le service public comme jamais. Tout son discours est de se défausser, de dire que c'est la faute de l'État qui n'a pas donné assez de moyens, que c'est la faute des méchants qui font de la désinformation, des méchants d'extrême droite. Bien sûr. Et qu'elle, finalement, elle a tout fait bien. Oui. Quand on l'écoute, c'est formidable. Elle n'a fait aucune erreur. Le Louvre, là encore, des manquements terribles à tous les étages. Quand on écoute la patronne du Louvre, qui n'a pas démissionné, puisque Macron a refusé sa démission, c'est pareil. Oui. Ils ont tout fait bien. Alors pourquoi les bijoux ont été volés ? Parce que c'est vrai, on a tout fait bien. Ah oui. Le haut fonctionnaire français, c'est quand même une espèce à part. Et voilà. Il est jamais responsable, jamais coupable. Non. Et ils se tiennent parce que du coup, ils sont dans ce club. Des élus, des hauts fonctionnaires. Je les mets pas tous dans le même panier, mais il y en a quand même pas mal qui sont dans ce panier. Et ils se protègent entre eux parce que c'est ce qu'a dit Christopher Lasch. Et du coup, ils ont fait session avec le reste de la population. C'est un club, parce que c'est vrai que vous avez la famille Ernotte qui se retrouve au sein du Parti Socialiste, le Parti Socialiste qui retrouve certains de ses élus qui sont administrateurs du service public. Enfin, c'est un petit club très fermé de gens. Najat Vallaud-Belkacem, la femme de Boris Vallaud, qui se retrouve à la Cour des comptes, je crois. Oui, Léa Salamé qui était avec Luxman. Enfin, c'est les copains et les coquins. Et c'est quand même impressionnant de voir ce petit milieu d'entre-soi qui fait la loi, qui est au-dessus de la loi, et qui ne rend jamais de compte. Et qui agit au nom de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, ils sont dans le mensonge, ils sont sur le faux, donc ils vont se planter. D'ailleurs, ils sont en train de se planter. Hein. Leur système ne marche pas. Plus ils sont obligés de restreindre les libertés d'expression, plus ils sont obligés d'essayer de nous fliquer, de dire, voilà, maintenant on va vous faire une carte d'identité numérisée, plus ils sont obligés de faire ça, plus ça veut dire qu'ils perdent le contrôle de leur système, parce qu'il n'y a plus que la force et la coercition qui leur permettent de régner. Ça veut dire que leurs jours sont comptés. Moi, je suis pas inquiet sur la fin de ce système. J'aimerais bien le voir de mon vivant, je ne sais pas. Mais on peut pas construire, je le répète, on ne peut pas construire sur le mal et sur le faux, surtout quand le système qu'on est en train de proposer ne répond pas aux aspirations du peuple. Mais il faut que le peuple se retrouve comme peuple. Aujourd'hui, on ne peut pas être divisé comme ça. Il y a de la solidarité qui doit se manifester. Elle existe, heureusement. Il y a quand même beaucoup de... Les Gilets jaunes l'ont montré. Hein. Voilà. Les Gilets jaunes, spontanés. Le peuple s'est retrouvé. Ils ont organisé beaucoup de chaînes de solidarité, beaucoup de discussions, de personnes qui venaient d'horizons différents, qui étaient capables de discuter, de tenir des ronds-points. C'était magnifique comme mouvement. Ouais. Et ça a redonné espoir. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est clair et net que les Français ne sont pas morts. Parce que du coup, quand on n'est pas capable de faire ça, il n'y a pas eu beaucoup de pays au monde qui sont capables de faire ça. C'est vrai. Donc, on a un terreau qui est fertile pour ça. On a un passif aussi. On aime bien la jacquerie. On aime bien se relever. Mais là, il faut changer cette élite. Il faut la transformer. Mais ça veut dire qu'il faut tous qu'on s'engage. Et sur le lot des personnes qui s'engagent, sur cette minorité agissante qui s'engage, vous allez avoir des personnes qui vont sortir du lot, comme on a eu des Jean Moulin, comme on a eu des Tom Morel, comme on a eu ces personnes, je parle juste de la résistance, des De Gaulle évidemment, qui sont sortis du lot parce qu'ils sont restés droits. Ils ont dit, je ne vais pas je vais pas tomber dans le piège, je ne vais pas me compromettre avec la collaboration. Et ça, c'est ça ce qui doit nous animer, quoi. Eh ben, merci beaucoup Nicolas Mirković. On reparlera du livre quand il sortira. Avec grand plaisir. En tout cas, on reste optimiste. Engagez-vous, c'est le mot. Et puis si vous pouvez soutenir le monde moderne, n'hésitez pas, parce que ce qu'on fait ici, ça fait partie de ces actions nécessaires pour parler autrement, pour essayer de réfléchir autrement. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur patreon.com/le monde moderne ou tipeee.com/le monde moderne. Et puis vous pouvez tout simplement commenter, partager, mettre un pouce, un cœur et dire que vous avez aimé cette vidéo. Et puis
je vous invite à aller voir les réseaux de Nicolas et se procurer le livre Amérique Empire pour comprendre un peu l'outil néoconservateur au service de l'Empire américain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexis. À bientôt.